19h sur EZE Télévision, le sommaire. Dans le cadre de l'organisation de l'élection présidentielle prochaine, le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbenou, et sa délégation étaient en séance de travail mardi 6 avril 2021 au siège de la Commission électorale nationale autonome Sénat. L'objectif est d'organiser une élection apaisée, transparente et crédible. En prélude à l'élection présidentielle du dimanche 11 avril 2021, les membres des postes de vote suivent depuis ce mercredi une formation conformément au chronogramme de la Sénat, à suivre dans ce journal. Le directeur général de la police républicaine, le contrôleur général de police Soumaïla Alabiyaya, a reçu ce mercredi 7 avril 2021 une première dose du vaccin contre la COVID-19. Il s'est fait vacciner au centre de santé de la police républicaine. Bonsoir si vous nous recevez. Dans le cadre de l'organisation de l'élection présidentielle prochaine, le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbenou, et sa délégation étaient en séance de travail mardi 6 avril 2021 au siège de la Commission électorale nationale autonome Sénat. L'objectif est d'organiser une élection apaisée, transparente et crédible. Joseph Djogbenou a fait le point des préparatifs à l'élection aux membres de la Sénat. Nous sommes prêts pour assurer et assumer les tâches qui sont celles de la Cour à partir de la transmission des documents électoraux, a indiqué le président de la Cour constitutionnelle. Le président de la Sénat en fait autant et indique que son institution est presque prête pour l'organisation de l'élection présidentielle le 11 avril prochain. En prélude à l'élection présidentielle du dimanche 11 avril 2021, les membres des postes de vote suivent depuis ce mercredi une formation conformément au chronogramme de la Sénat. Assurée par les coordonnateurs d'arrondissement CA, cette formation vise à les outiller pour la réussite des opérations de vote. Soucieux du bon déroulement et de la transparence du scrutin, Emmanuel Tiando, président de la Sénat, a exhorté les CA à réellement jouer leur partition sur le terrain. Vous avez l'obligation, tout comme les membres des postes de vote, au niveau de la feuille, au niveau du dépouillement, ils doivent remettre une copie de la feuille de dépouillement aux représentants des candidats. C'est une obligation. Au cours de leur formation, il faut le leur rappeler. De même, vous aussi, vous êtes tenus de remettre la feuille de compilation aux représentants des candidats. Il y en a qui disent la loi ne l'a pas dit, nous n'allons pas le faire. Non, vous êtes obligés de le faire. Et je voudrais que tous les coordonnateurs d'arrondissement du Bénin m'entendent et exécutent ce mot d'ordre. Je voudrais aussi demander aux assistants coordonnateurs de soutenir leurs coordonnateurs et de faire en sorte que le travail se déroule véritablement dans la paix et dans le calme. Alors, c'est pour ça, pour toutes ces choses-là, qu'on vous a convoqué à cette séance de formation à votre profit, pour que vous ayez les éléments nécessaires à la conduite de votre mission. Nous allons donc dérouler un certain nombre de communications thématiques, poser beaucoup de questions pour mieux comprendre ce que vous devez faire sur le terrain. Et si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez et on va vous donner suffisamment d'explications. Pour notre part, nous avons confiance en vous. Nous espérons que vous allez faire de telle manière que le scrutin se déroule selon les textes et que le 11 avril,
nous allons pouvoir dire nos coordonnateurs d'arrondissement ont effectué leur travail dans le respect de la loi pour que notre pays connaisse une élection assez calme et qui respecte visiblement les dispositions de la loi. Toujours pour la transparence du scrutin, le président Emmanuel Tiendo a invité les agents électoraux à remettre aux représentants des candidats certains documents à l'issue des opérations de vote. On voit des coordonnateurs qui ne veulent pas accomplir leur mission et qui délèguent cette mission-là à leurs adjoints et pendant ce temps, ils vont se promener. Ce n'est pas normal. On voit aussi des coordonnateurs qui, au lieu de tenir compte de la liste des membres des postes de vote envoyés par la Sénat, ils vont confectionner même leur liste dans une case quelque part et ils disent tout simplement ceux qui ont été retenus par la Sénat ne se sont pas présentés. Il ne faut pas faire ça. Avant de changer, avant de modifier la liste des membres des postes de vote, il faut vous en référer à la Sénat. Il y a un superviseur par département, c'est à celui-là qu'il faut vous en référer pour dire voilà ce que j'ai constaté et en ce moment, on va vous donner l'autorisation. Si vous constatez que le nombre des membres de postes de vote est insuffisant au niveau d'un poste de vote, eh bien, c'est à vous de prendre contact avec les populations, avec le chef d'arrondissement pour voir dans quelle mesure vous allez combler ce déficit-là. Mais ne prenez pas tout seul l'initiative en disant ceux qui sont là, ils ne sont pas bons, je les écarte et j'en prends d'autres. De même, vous n'avez pas le droit de changer de coordonnateur de votre adjoint. Ce n'est pas votre rôle. Il y en a qui poussent l'outrecuidance jusqu'à voyager avec leur coordonnateur adjoint dans leur propre véhicule et arriver au niveau de l'arrondissement. Ils écrivent à la Sénat ou bien ils téléphonent à la Sénat pour dire mais le coordonnateur adjoint affecté chez moi n'est pas arrivé, je l'ai changé par tel. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas de la transparence, ça. Alors, le jour du scrutin, il vous faut beaucoup de vigilance. Il y a des coordonnateurs d'arrondissement qui font mal les compilations. Et aux dernières élections communales, nous avons assisté à des situations incroyables. Un coordonnateur d'arrondissement qui fait des erreurs de calcul sur plus de 1000 voix. Oui, vous dites, vous étonnez. Mais lorsque le coordonnateur d'arrondissement refuse de faire son travail, c'est le résultat auquel on aboutit. Ou alors, s'il ne veut pas associer les coordonnateurs adjoints à son travail, il commet des erreurs. Donc, faites en sorte que le jour du scrutin, que ça se déroule normalement. Claudine Prudencio et son parti Union démocratique pour un Bénin nouveau poursuivent leur périple pour la victoire du duo Talon Talata par un chaos dès le premier tour le 11 avril prochain. C'est le quartier Ouamen qui a reçu la délégation le 6 avril passé. À ce meeting, Claudine Prudencio a rassuré ses partisans de son engagement à accompagner les efforts du gouvernement en s'y investissant. Au micro de Carles Kitomi. La lutte contre la corruption est devenue une réalité dans notre pays, ce qui est normal parce que depuis 1960, si cette lutte contre la corruption était une réalité effectivement dans le pays, notre pays ne serait plus au niveau où le pays était en 2016 quand le président Patrice Talon a pris le pouvoir. Alors, le président Talon travaille, il fait des routes, il donne de l'eau, l'eau source de vie,
l'électricité, les enfants ont au moins un repas chaud par jour. Plus de 800 000 enfants ont un repas chaud par jour. Le président Patrice Talon a tout fait pour que la digitalisation, c'est-à-dire les actes administratifs, on les a en un clin d'œil. Même si tu es à Tchoumi ou bien quelque part, tu peux demander ton casier judiciaire et l'obtenir en un clic. C'est important. Le visa est devenu numérique pour les étrangers. Et rapidement, quand tu demandes ton visa pour arriver au Bénin, tu l'as. Que veut le peuple? Donc le président Patrice Talon travaille. Donc je demande à tous mes militants de voter massivement pour lui pour qu'on puisse obtenir les 98,5%. On doit voter pour Patrice Talon et sa colistière pour qu'on puisse obtenir le pourcentage demandé. Donc les militants sont convaincus, ils sont d'accord. Ils doivent passer de maison en maison pour demander à ceux qui ne comprennent pas encore la chose de sortir véritablement le 11 avril pour voter massivement, pour que nous puissions avoir ce chaos retentissant et bien sonnant. Pleine à craquer, ce 7 avril, la salle de fête du Palais de la Gratitude de Harconville a communié avec la foi de Claudine Prudencio à obtenir le score de 98,5% pour le duo Talon-Talata au premier tour de la présidentielle du 11 avril. Je vous invite à vivre cette ambiance électorale avec Arlès Kitome. Pour convaincre les populations de Calavi de la nécessité de voter pour le duo Talon-Talata, Claudine Prudencio a insisté sur les réformes qui confortent la chefferie traditionnelle et le domaine de l'artisanat. Il a laissé ses affaires pour s'occuper du développement du Bénin. Le président Patrice Guillaume Athanas Talon a fait beaucoup de choses. Le président délégué a cité quelques-unes tout à l'heure. Il y a la loi sur la chefferie traditionnelle qui est votée, promulguée. Et nos majestés, les chefs religieux, les chefs coutumiers, etc., auront leur place aujourd'hui en République du Bénin. J'ai été ministre de l'artisanat et je sais de quoi les artisans ont besoin. Et dans le programme d'action, c'est-à-dire le programme de société, je vais dire, du président Patrice Guillaume Athanas Talon, il y a tout ce qu'il faut. Et après le 11 avril, après son investiture, je vais dire, moi, personnellement, je resterai à ses côtés et lui souffler tout ce qu'il faut pour les artisans du Bénin. Enthousiasmés par ces perspectives heureuses, les populations de Calavi ont béni l'initiative de l'UDBN par la bouche du roi. Ce meeting a pris fin dans une ambiance de gaieté. Le directeur général de la police républicaine, le contrôleur général de la police, Soumaïla Alabi Yaya, a reçu ce mercredi 7 avril 2021 une première dose du vaccin contre la COVID-19. Il s'est fait vacciner au centre de santé de la police républicaine. Démarré le jeudi 1er avril 2021, la campagne de vaccination contre le coronavirus se poursuit au Bénin. Le directeur général de la police républicaine a déjà reçu sa première dose de vaccin. Soumaïla Yaya invite ses collaborateurs à suivre son exemple pour se protéger contre la pandémie.
La campagne se déroule prioritairement dans 4 départements, littoral, Atlantique, Ouémé et Borgou, regroupant 95% des cas enregistrés. La vaccination dans les autres départements concerne uniquement le personnel de santé de première ligne. Le président Patrice Talon a de grandes ambitions pour les jeunes et les femmes. Ces ambitions ont été révélées dimanche dernier au cours de l'émission L'invité sur Esaü TV avec Urbain Amegbedji, directeur général de l'Agence pour la promotion de l'emploi ANPE et membre de la coordination départementale de campagne du MONO du parti politique Union progressiste. Je vous invite à suivre son speech à travers cet extrait. Bien apprécier les infrastructures, et bien tout cela va se poursuivre. Mais bien plus que cela, nous allons faire en sorte que chaque Béninois se sente bien dans sa peau. Se sentir bien dans sa peau, c'est être en mesure de pouvoir manger à sa faim, de pouvoir se vêtir, de pouvoir se loger. Je l'ai dit, tout dit, les 5 besoins fondamentaux que chaque Béninois, chaque famille béninoise puisse l'assurer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisse avoir accès à cela par son travail, non pas parce que l'État va distribuer des choses aux gens, mais par son travail. Et là, le programme prévoit essentiellement, est très centré sur du social. C'est-à-dire, qu'allons-nous faire pour que chaque Béninois puisse exprimer le potentiel qui est en lui, puisse s'exprimer et travailler, puisse créer de la richesse, puisse apporter sa contribution là où il est par rapport à la construction de ce pays. Et ça passe par de vastes programmes dans l'agriculture, par exemple. Quand je prends l'agriculture, le programme prévoit l'aménagement de 500 000 hectares de terre. Vous savez bien qu'aujourd'hui, lorsque nous appelons les jeunes à aller vers la terre parce qu'il y a beaucoup de potentiel dedans, les jeunes ont un gros problème. Ils n'ont pas accès à la terre. Si leurs parents n'avaient pas de terre, eh bien, ils se retrouvent à ne pas en avoir. Et pour en acheter, c'est très difficile. Et une fois qu'ils ont eu la terre, l'aménagement est encore un autre problème. Il faut pouvoir défricher, dessoucher et rendre cette terre arable capable de vous produire des fruits. Et pour cela, l'État a décidé de prendre le taureau par les cornes et d'aménager 500 000 terres. 500 000 hectares de terre qui vont être mis à profit, donnés aux jeunes pour que les jeunes qui veulent aller à la terre puissent produire. Mais le programme ne s'arrête pas là. Une fois qu'ils ont la terre, vont-ils produire avec la daba? Le programme prévoit la mécanisation de notre agriculture, les petits outils, les motoculteurs et tous les instruments qui peuvent faciliter le travail aux agriculteurs, notamment à ces jeunes qui veulent aller à la terre. Le programme prévoit l'accès subventionné à des outils de travail. Le programme prévoit également un financement parce que une fois que vous avez eu la terre, que vous avez eu accès aux machines, il faut également des fonds pour pouvoir réussir ce que vous voulez faire. Et aujourd'hui, la difficulté d'accès aux fonds aux jeunes est manifeste. Tout le monde le voit parce que les banques demandent des garanties qu'un jeune ne peut pas avoir. Un jeune n'a encore rien fait pour avoir des garanties et pouvoir avoir un crédit à la banque. Le programme prévoit des fonds de garantie qui seront déposés dans les banques de manière à ce que les jeunes puissent avoir accès au crédit à taux réduit. Et parfois, pour certains domaines, à taux 0 franc. De manière à ce que le financement ne soit plus un handicap pour l'entrepreneuriat des jeunes. Le programme prévoit également pour les jeunes qui n'ont pas été à l'école ou très peu instruits et qui sont souvent un peu complexés pour pouvoir exprimer leur talent. Le programme prévoit de prendre en charge ces jeunes-là à travers un vaste projet de 33 milliards qui va permettre d'appuyer par des formations les jeunes qui veulent aller à l'entrepreneuriat et par des subventions qui vont leur permettre de démarrer leur entreprise. L'État, et ça le chef de l'État l'a martelé, le chef de l'État a dit que nous avons assaini le cadre macroéconomique. Nous avons mis en place une meilleure gestion de nos ressources. Toutes les institutions internationales le remarquent aujourd'hui. Nous avons accès un peu plus au crédit aujourd'hui. Nous avons fait tout cela et c'est bien
et tout le monde nous acclame pour tout cela qui a été fait. Mais il faut, on a fait tout cela pour que les entreprises privées puissent venir s'installer, créer des usines et créer de l'emploi. Mais ça tarde et les jeunes sont pressés. Le programme prévoit que l'État va investir encore dans le secteur privé, même si le système de gestion ne sera pas comme auparavant, comme on avait fait. L'État va accompagner le processus d'industrialisation de notre pays. Et donc, comme exemple, l'État va être le promoteur du 3e réseau GSM qui va être créé parce que, comme vous le savez, le GSM dont nous avons besoin aujourd'hui, l'Internet dont nous avons besoin partout, pour notre enseignement, pour notre agriculture, pour notre économie, pour les transactions financières, ne serait-ce que le microcrédit à l'AFIA, où la dernière femme qui est dans son village et qui veut avoir accès au microcrédit a besoin de cet Internet pour pouvoir faire ces transactions, eh bien, vous savez que les réseaux privés, là où ce n'est pas rentable, ils ne vont pas là-bas. Là où il y a peu de monde pour rentabiliser les investissements qui sont lourds en matière de communication, ils n'y vont pas. Eh bien, l'État va les supplier, créer un 3e réseau, et la vocation de ce réseau, c'est de couvrir tous les territoires, y compris là où ce n'est pas rentable, pour que toutes les populations bénéficient de ce bienfait qui est la fibre optique, qui est l'Internet. L'État va ainsi, donc, comme dans le GSM, s'investir dans certains domaines tout en associant les privés de manière à ce que la création d'emplois puisse être réglée par le secteur privé, mais également, cette fois-ci, par le secteur public qui va accompagner, qui va donner le tonus pour que les autres puissent venir. Nous n'allons pas les attendre éternellement. Le chef de l'État a dit, eh bien, nous allons démarrer. Près de Bantais, dans le village de Kwataba, commune de Savalou, 2 policiers ont été touchés dans les échanges de tirs avec des individus non identifiés. Aucune preuve de leur mort, contrairement à ce qui circule dans les réseaux sociaux. Dans la matinée de ce jeudi 8 avril 2021, les forces de sécurité et de défense ont entrepris une action pour libérer la voie bloquée depuis plus de 2 jours. Selon les informations, après l'intervention musclée des forces de sécurité qui ont usé de tirs de sommation et de balles en caoutchouc, des individus armés ont répliqué avec des balles réelles. Le bilan obtenu fait état de 2 policiers touchés par balles qui ont été évacués pour des soins. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Bonsoir.